Nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission qui pose aujourd'hui le problème de l'implication des femmes dans le développement du continent, de la place qu'il faut leur réserver. Effectivement, la configuration du plateau n'a pas changé. Le professeur Justine Difo-Tchoukam est toujours en notre compagnie. Merci toujours d'être là. Madame Ngoné Diop non plus est toujours en notre compagnie. Madame Lucie Aswagbo est là avec nous et Madame Umurongi Cynthia, merci à vous. On va cette fois-ci poser le problème de, quand on doit régler un certain nombre de questions, notamment on a parlé de l'infrastructure qui n'est pas toujours adéquate, de la gratuité, de l'enseignement qu'on aurait pu généraliser, de l'encadrement technique qu'on aurait pu mettre de manière spécifique pour les femmes. Mais quand on doit régler tout cela, le problème de la femme elle-même, le problème de la mentalité, comment résoudre ce problème-là? Comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser un certain nombre d'idées reçues pour dire, bon, on peut faire les choses autrement. Madame Aswagbo, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est de la sensibilisation qu'il faut faire? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut introduire dans le programme scolaire désormais qu'un accent particulier soit mis sur les potentialités dont dispose la femme pour pouvoir aller aussi loin que l'homme? Comme nous avons dit tantôt, il faut d'abord commencer par la base, qui est la famille. Changer cette mentalité au niveau de la famille. Au niveau des écoles aussi, il faut redonner aux filles la confiance en elles-mêmes, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent faire tout ce que les garçons peuvent faire. Et il ne suffit pas de dire. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Elles vont le faire lorsqu'elles auront cette confiance en elles-mêmes. Il faut aussi, au niveau de la société, une sensibilisation, c'est très important. Sensibilisation au niveau de counseling. Counseling des filles dans les écoles primaires, counseling des filles au niveau des collèges. Une sensibilisation, même par la société civile, lors de leur advocacy, pour permettre aux parents de savoir que leur fille veut plus que ce qu'elles font actuellement. Je pense que c'est cette advocacy, cette sensibilisation qui pourra nous sortir. Et puis, encourager les garçons aussi, les jeunes garçons, pour voir en leur sœurs ces potentialités. Et les voir comme les frères et sœurs qui les accompagnent dans le développement, pas comme les concurrents, puisque c'est ça qui aussi provoque cette mentalité. La concurrence pouvait venir après, et puis le problème de... Je vais quand même vous accompagner avec une réaction d'une femme qui vient du Cameroun. Elle s'appelle Christelle, elle est à Douala, de votre pays en plus, du Cameroun. Elle dit, n'attendons pas d'avoir 30% des femmes africaines qui atteignent ou qui aspirent à des postes importants. Dans 90% de nos foyers, nos mamans cultivent en nous l'ambition limitée. Elle cite, si tu fais ça, tu feras peur aux hommes. On pratique le culte de l'infériorité de l'un face à la supériorité de l'autre. Le principal problème, ce sont nos mentalités. Dans le cas spécifique, comment est-ce qu'il faut faire? Je vais poser la question d'abord à Mme Umurongi. Écoutez, moi je crois que le processus de changement de mentalité, il faut utiliser en fait une approche inclusive. C'est pas une seule chose, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est parler à nos mamans qui sont justement moins ambitieuses que nous encore, pour leur dire, écoutez, c'est bon, ça peut se faire. C'est aussi au niveau de la société pour dire justement la sensibilisation. Mais comme Mme Diop l'a dit, la violence, c'est très important qu'on crée un environnement qui est sain pour une fille. Parce que, par exemple, il y a des pays où les filles ne peuvent plus aller dans l'armée, ou ne peuvent même plus aller faire des trainings qui sont physiques, parce que là, elles vont avoir des problèmes. Elles sont violées, et il n'y a personne qui est là pour intervenir, pour dire stop, il faut arrêter. Donc moi, je me dis qu'il faut créer un environnement qui est aussi sain, et c'est important justement pour l'éducation. Dans l'éducation, justement, quand on va à l'école, c'est bien de dire aux filles et aux jeunes garçons dans la même classe, c'est important de ne pas être violent. Même une base, c'est il ne faut pas être violent. Et quand on grandit justement en étant un homme qui est capable de protéger et de donner aussi en même temps un environnement bien pour une femme que pour lui-même. Ouais. Je vais peut-être vous choquer parce que d'après mes recherches avant l'émission, j'ai eu dire
que sur ce plateau, il y a au moins une femme qui pratique un sport qui est réservé a priori aux hommes qui font du karaté, par exemple. Je ne veux pas la nommer, mais si la personne elle-même se dévoile, tant mieux. Je ne veux pas la nommer. Ah, donc c'était vous. Marron, mais j'ai Ah, arrêté. donc c'était vous. Ah, mais bon, j'avais juste appris qu'il y avait une femme ici qui faisait du karaté. Donc c'était vous. Alors, pendant que vous pratiquiez ce sport-là, comment est-ce que vous étiez perçu? Effectivement, beaucoup d'étiquettes. J'étais même mariée jusqu'en 95. J'ai fait le Nambudo. J'ai fait le Nambudo jusqu'à la ceinture marron. J'ai arrêté parce que j'allais en France pour ma thèse. En tant que mère de famille, j'avais déjà 3 enfants. En tant que mère de famille, ce n'était plus évident de concilier justement mes recherches en thèse avec des kilomètres à traverser, à avaler en métro pour aller trouver une salle de sport. J'ai dû arrêter à ce niveau pour me consacrer à ma thèse. Mais personnellement, dans ma famille, je n'avais pas de problème. C'est la société qui me regardait autrement. Comment M. Difo peut laisser son épouse faire le karaté? Elle est l'homme de la famille et tout. Mais bon, il n'avait franchement pas de problème. Mais dans ma famille, je suis une 4e d'une famille de 5 filles, un garçon. Et justement, on m'a toujours étiquetée comme celle qui n'arrête pas, qui fait les boulots d'hommes, qui fait même les sports d'hommes. De toutes les façons, ça me permet là de faire une transition par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur... C'est ce que Christelle, la question de Christelle, depuis Douala. Est-ce qu'il ne suffit pas seulement d'arrêter de dire boulot pour homme, boulot pour femme? Elle a parfaitement raison et les femmes joueraient un grand rôle dans ce processus parce que pour moi, et ça, c'est issu de quelques lectures sur le genre que j'ai pu faire. La famille est le premier laboratoire du genre. On s'est rendu compte que jusqu'à l'âge de 12 ans, la mère a une très forte influence sur l'éducation de l'enfant. C'est à partir de 14-15 ans, avec les crises d'adolescence, qu'elle fait recours au papa pour venir lui prêter main forte. Mais elle peut justement influencer dans un sens ou dans l'autre, et même dans le sens de la neutralité de l'éducation, la jeune fille et le jeune garçon. Donc, à nous les mamans de transformer notre société en commençant dans ce laboratoire qui est la famille. L'école viendra ensuite, l'enfant passe le temps à l'école et l'école cultive ce qu'elle donne aux enfants. Et je voudrais également indexer la question des violences à l'égard des femmes. Il est reconnu au plan international aujourd'hui que les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles constituent une des graves violations aux droits de l'homme et est susceptible justement de retarder le développement du continent. D'où, je pense, le thème du développement inclusif. L'inclusion, le concept d'inclusion, de cohésion sociale, de justice sociale, pour que toutes les ressources humaines endogènes, africaines, n'est-ce pas, soient appelées à contribution pour que cette Afrique intégrée, prospère et stable dont nous parlons à l'Union africaine soit véritablement un vœu qui s'accompagne d'actes et des résultats concrets. Pour être plus concret, je vais revenir sur l'histoire de karaté parce que vous auriez pu, non, c'est juste pour emprunter cet exemple-là, vous auriez pu être découragé par le regard des autres par rapport à ce jugement qu'on fait de vous. Je vais demander à Mme Diop, quand bien même la maman essaie désormais de ne plus dire à sa fille que voilà telle chose, c'est pour les hommes, on risque de t'assimiler à un homme. Mais comment faire pour changer la mentalité des hommes qui portent ce regard négatif? Par exemple, celui-là qui rencontre Madame Difo, en chemin, qui la voit dans sa tenue de karaté, qui dit « Ah, mais vraiment, comment est-ce qu'un homme peut laisser sa femme faire des choses comme ça ?» Comment est-ce qu'il faut faire le travail au niveau des hommes aussi? Tout à fait. On revient toujours à la question de construction sociale. Ces hommes-là sont issus d'une famille, sont issus d'un ménage. Et je pense que les constructions sociales nous rappellent que les inégalités de genre ne sont rien d'autre que le résultat de ces constructions sociales qui mettent l'accent sur des rapports, lesquels rapports et des relations entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons sont très inégalitaires. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, l'éducation se passe à la maison et l'instruction se passe à l'école. Et donc, pour ce faire, il y a toute une prise de conscience. Il y a toute une prise de conscience au niveau des familles. Amener les enfants, que ce soit les filles et les garçons, à comprendre, à leur donner cette valeur, valoriser leur statut, que ce soit le statut de fille
ou de garçons, me semble-t-il, c'est la clé de voûte. Il me semble également important que cette même déconstruction sociale, si je peux dire, doit également se faire au niveau de l'école, d'où l'importance du curriculum. Beaucoup de pays qui ont fait des pas en avant, les pays nordiques, ont revisité leur curriculum et essayé vraiment d'enlever tout ce qui est stéréotype. Ça, c'était une sorte de stéréotype. Dire que la femme ne doit pas faire de karaté ou de football, c'est typiquement le monopole des garçons ou de l'homme. C'est une sorte de stéréotype. Mais il y a énormément de manières d'y répondre de manière organisée en utilisant des politiques, en l'insérant dans le politique d'éducation et également dans différents formats de sensibilisation, etc. Donc, cette construction sociale, me semble-t-il, est au cœur de ça. Et je le répète, je le réitère, l'éducation se passe à la maison, par les mamans, par les parents. Et c'est eux, les mamans et les parents, qui mettent dans l'entendement, la mentalité et partant le comportement des enfants, cette inégalité et ces stéréotypes. Si on commence bien et qu'on a une sorte d'approche holistique, on pourra effectivement avoir une solution qui soit durable, de telle sorte que l'homme, le garçon et l'homme ne verront pas dans une femme qui fait le karaté comme une femme plus ou moins marginalisée, etc. Ça se passe très bien. Et je vous le dis encore en me référant à des études que nous avions faites ça et là. Madame Assoagbo, donc ce n'est pas seulement la petite fille qu'il faut sensibiliser, c'est aussi le petit garçon qu'il faut sensibiliser parce que c'est lui qui va grandir pour porter un regard peut-être pas très juste sur ce que fait sa sœur. Justement, c'est ce que je viens de dire, qu'il faut commencer par l'éducation de base. Il faut une sensibilisation au niveau des écoles. Donc, il faut une éducation civique au milieu scolaire pour que les garçons et les filles se considèrent comme les égaux qui ont droit et le potentiel de faire tous les métiers dans le monde. Et pour éviter aussi les complexes d'infériorité dans l'avenir. Je pense que c'est très important. Mais moi, il y a quelque chose, nous avons beaucoup parlé sur l'éducation, mais il y a d'autres freins en ce qui concerne. Oui, je pense qu'il faut voir l'aspect de la santé VIH-Sida. Comme vous le savez très bien, c'est féminisé en Afrique, puisque les femmes constituent 68% des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et il y a beaucoup de transmissions entre les mères et enfants. Donc, je pense que les États ont une responsabilité pour s'assurer que les femmes ont accès aux médicaments. C'est très, très important pour pouvoir aussi être en santé. On ne peut pas contribuer au développement tant qu'on n'est pas en santé. Et nous avons aussi beaucoup de statistiques sur le nombre de femmes. Au moins 29 000 femmes meurent chaque année suite aux avortements non médicalisés. Non? Donc, je pense que ce sont les choses qu'il faut revoir. Là aussi, c'est une question de mentalité, puisque en Afrique, nous considérons que c'est un tabou. Il y a les sujets qu'on n'aborde même pas, l'éducation sexuelle n'est pas enseignée dans la famille. Et à cause de ça, les filles se retrouvent avec les grossesses non indésirées et finissent par commettre les avortements non médicalisés. Donc, il y a aussi un problème d'insécurité dans notre continent. Comme vous le savez bien, actuellement, il y a beaucoup de pays qui vivent dans le conflit, d'autres qui viennent de sortir des conflits. Et lors des conflits, les femmes souffrent plus que tout le monde. Elles sont victimes de toutes sortes de violences. Même ceux qui sortent souvent pour aller chercher l'eau sont violentés. Elles sont violées. Toutes sortes de prostituées. Elles sont obligées de prostituer leur corps pour pouvoir avoir la nourriture. Ceux qui sont même responsables de les garder sont ceux qui les violent. Donc je pense qu'il faut revoir toutes ces situations et chercher les causes pour les adresser. Merci Madame Assoagbo. On va aborder un dernier aspect, c'est de poser la question de savoir, dans les endroits où on a quand même pu donner accès aux femmes d'être suffisamment représentées, est-ce que cela a changé quelque chose fondamentalement? Et pour cela, je vais m'appuyer sur le message de M. Arnaud Ondimba. Il dit « Le vrai problème qui empêche le décollage du continent africain, c'est le manque de démocratie. Il y a dans nos gouvernements des femmes comme ministres ou conseillères de ministres. Qu'est-ce qui a déjà changé dans leur ministère ou domaine ?» Et je vais donner un autre exemple. On a évoqué le Parlement rwandais en disant que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais
est-ce qu'on a porté un regard sur la qualité des lois qui sont votées au Parlement? Est-ce que ça a changé quelque chose de manière significative, Madame? Alors, ça, c'est un débat même au Rwanda, même dans les habitants rwandais. C'est une chose de dire c'est une femme qui est au Parlement, mais c'est une chose de dire que son job n'est que de voir que des situations de femmes. En fait, elle est là, mais elle représente un grand nombre, elle représente des hommes aussi. Donc, il faut voir les lois en général, pas se focaliser que sur les femmes. Mais en même temps, moi, je peux dire et affirmer qu'il y a des lois qui ont vraiment changé et en faveur des femmes. Quand on regarde la situation des femmes, il y a 10 ans ou 15 ans, même 20 ans au Rwanda, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Les femmes, même dans des lieux ruraux, elles peuvent se dire maintenant, moi, je peux avoir un compte. C'est bien d'avoir un compte bancaire. C'est bien de pouvoir faire quelque chose de vraiment économique. J'ai de l'impact sur ma famille. Je prends la décision là où je suis. Et ça, c'est grâce à tout ce qu'on voit. Même le fait de dire qu'il y a des femmes qui représentent le pays dans le Parlement, c'est quelque chose de vraiment important. C'est l'impact psychologique dont je parlais avant. Ça donne une fierté énorme qu'en fait, chaque chose qu'on fait s'accompagne de ça. Et ça, c'est important. Donc, il y a suffisamment de femmes députées au Parlement rwandais. Les rapports hommes-femmes aujourd'hui, le respect que les hommes ont des femmes, est-ce que c'est parce que c'est institutionnalisé ou bien c'est quelque chose que le Rwandais vit comme un devoir de se dire que la femme, elle a des mérites, elle mérite des respects, ou bien c'est pas peur des représailles qu'on respecte la femme? Alors, l'un ou l'autre, c'est possible. Mais en même temps, il faut qu'on se focalise sur le positif. Moi, je regarde ça d'une façon positive. C'est vrai que c'est institutionnalisé et c'est une bonne démarche pour en fait arriver à avoir justement les femmes là où elles doivent être. Mais en même temps, en institutionnalisant cette chose, même les hommes apprennent et ils apprécient en fait. Une fois qu'ils voient l'autonomie économique de sa femme à la maison, l'impact que ça a fait sur sa famille, c'est bien. Et toute sa famille voit. Et les gens qui sont aux entours. En fait, c'est comme ça, c'est un processus d'apprentissage. On apprend avec l'institutionnalisation de la chose, mais c'est une bonne chose. C'est pas nécessairement mauvais, parce que ça aide même les hommes à apprendre et à apprécier ce qui est là. Donc, les mentalités changent. Les mentalités changent, vraiment. Le cas des ministres maintenant, ou des conseillers, des chefs d'État et autres, par exemple des ministres qui sont des ministres dans nos gouvernements, est-ce que dans la formation de leur cabinet, ils essaient de dire, bon, je suis femme, j'ai des capacités, j'ai d'autres sœurs qui ont aussi des capacités. Pour une fois que je suis là, je fais cette discrimination positive en mettant plus de femmes. Parce que apparemment, ça ne se constate pas. Madame Difo. En espérant avoir bien saisi la question, parce que je pensais que vous adressiez, vous pouvez reprendre. Je disais que dans nombre de pays, il y a des femmes qui sont ministres. Mais dans leur cabinet, on ne voit pas suffisamment de femmes. Est-ce que les femmes n'auraient pas pu dire, nous avons fait cette discrimination positive en disant, aujourd'hui, je suis à ce poste, mon prédécesseur était un homme, il était entouré que d'hommes. Maintenant, moi, je me fais entourer de femmes et je fais considérablement mon travail pour que l'on sente qu'une femme entourée de femmes peut porter de bons résultats. Moi, je vais prendre l'exemple d'un pays que je connais, c'est mon pays. Nous avons le Cameroun. Nous avons des femmes récemment nommées à certains postes importants, parce que les infrastructures aujourd'hui, les TIC, constituent un vecteur important pour l'émergence des économies africaines. Au ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun, par exemple, aujourd'hui, nous avons une femme. Pour ce cabinet que je connais un peu, je puis vous dire qu'elle a recruté, qu'elle a opté pour la mixité dans le recrutement du personnel de son cabinet. Je dirais pareil également pour le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui nomme des responsables au niveau des régions en tenant compte effectivement d'au moins 30% des deux sexes.
Ça, c'est une analyse qui est issue d'une étude des statistiques publiée par justement ce ministère sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique camerounaise. Donc, pour cela, je voudrais également prendre un corps qui pouvait être considéré jusque-là comme un corps fermé, le corps de la police. Aujourd'hui, je vois la directrice adjointe de l'École internationale des forces de sécurité, qui est une femme. Et nous sommes rendus compte que dans le peloton qui a été mis en place pour le peloton motorisé de la fête du 20 mai, c'est encore un peloton véritablement féminin. C'est une femme encore qui a dirigé le défilé du 20 mai, qui est le défilé de l'unité nationale au Cameroun. Je voudrais dire en cela que j'ai le sentiment que progressivement, il y a cette connexion, cette jonction entre le dire et le faire dans la gestion de la démocratie et de la gouvernance au Cameroun. Vous avez parlé, je voudrais compléter un peu sa question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des femmes au Parlement. Comment influencent-elles? Récemment, nous avons vécu un débat sur le code pénal au Cameroun, et j'ai vu des femmes prendre leur rôle de contrôle, les femmes députées, parce qu'elles ont également pour rôle de contrôler l'action gouvernementale. Elles ont posé des questions pertinentes pour essayer de comprendre si certaines questions liées à la sanction, à l'impunité que l'on connaissait avant par rapport aux mutilations génitales féminines, si ces questions avaient été prises en compte. Donc, j'ai le sentiment qu'elles sont outillées pour regarder avec les indicateurs de genre, n'est-ce pas, si les lois qui sont votées désormais ont suffisamment pris en compte des aspects genre. Merci beaucoup, Madame Difo. Il est temps maintenant de s'intéresser à ceux-là qui nous envoient des réactions. On leur a soumis une question. La question, c'est comment la parité homme-femme peut-elle participer au développement du continent? Dans le débriefing, la question leur a été posée, et donc on leur a permis de répondre entre le 13 juillet à 18h GMT et le 14 juillet, donc aujourd'hui, à 13h GMT. Le point global donne ceci. Nous avons donc demandé à nos abonnés si la parité homme-femme peut être source de développement. Les statistiques qu'on recueille, c'est ce que vous allez voir sur l'écran. Donc 70% du panel interrogé, la parité homme-femme peut être source de développement. Et 30% restants disent qu'elle n'est pas source de développement. Il va falloir se demander. Donc, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, les internautes soulèvent 3 points principaux. Ils disent, un meilleur accès à l'éducation pour les femmes pourra être source de développement. Dans certaines zones du continent, la priorité de l'éducation est encore donnée aux hommes. La deuxième partie, ils disent, la transformation effective de l'Afrique passe par l'intégration de la femme dans le processus du développement. Et le troisième aspect, ils disent, il faut donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique, afin d'édifier des économies solides qui répondent à des objectifs de développement et de durabilité. Madame... Est-ce qu'on acclame sur votre plateau? Ah ben pourquoi pas. Nous sommes contents parce qu'on a le sentiment qu'on a préparé l'émission ensemble. Voilà, exactement. Et puis l'émission est en direct, donc au fur et à mesure que les questions tombent, nous en donnons lecture. On implore vraiment l'indulgence de ces téléspectateurs dont on n'a pas pu lire les messages sur ce plateau. Alors, Madame Assoagbo, un regard global sur tout ce que nous avons dit et ce que les internautes ont dit qui semble être en raccord avec nous. Ils sont en accord avec nous. C'est comme si nous avons préparé l'émission ensemble. Et surtout la conclusion, puisque dans le protocole de Maputo, dans son article 19, on parle du rôle des femmes en matière de développement durable. Elles doivent contribuer être consultées pour la prise de décision en ce qui concerne le développement. Donc, nous allons faire un dernier tour de table rapidement pour conclure l'émission. Madame Assoagbo, vous avez la parole, gardez-la et lancez votre message. Donc, moi, je dirais que nous avons les très beaux instruments. Il faut d'abord ratifier pour les pays qui n'ont pas ratifié ce beau instrument qui est le protocole de Maputo. Et puis, après la ratification, il faut la domestication, la mise en œuvre. Et puis, une grande sensibilisation de la population pour bien reconnaître la participation des femmes dans le développement, qui peut être aussi sous forme de travail de ménage, qui doivent être prises en compte et valorisées. Et je dirais bien que
la femme a un rôle très important. Elle a toujours joué son rôle, mais il y a des freins, les freins qui sont dus à la pauvreté, les freins qui sont dus... Votre message, vous le lancez aux chefs d'État, aux premières dames, aux responsables des institutions, et qui il faut D'abord, nos responsables, c'est le chef de l'État. C'est eux qui ont pris les engagements au niveau international. Donc il faudrait qu'ils les respectent. Qu'ils les respectent. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et qu'ils ratifient. Et puis, je lance aussi, le traité de... puisque nous avons identifié beaucoup d'acteurs, ce n'est pas seulement les chefs d'État, même les parents, même la société civile, tout le monde a un rôle de jouer. Donc tout le monde est concerné par ce travail-là. Alors, Madame Mourongi. Oui. Alors, merci beaucoup. J'espère du moins que les 70%, ce n'était pas que des femmes dans votre pôle. La prochaine fois, je vais être clair pour quand même pouvoir faire cette distinction. On va voir c'est combien d'hommes, combien de femmes. Mais 70%, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'efforts encore pour les 30%, mais c'est une bonne chose. Alors, moi, mon message, le lance plutôt chez les hommes de nos sociétés. En fait, il faut que les hommes comprennent qu'une femme qui est, comment on dit en français, empowered, qui a le pouvoir d'achat, le pouvoir de prendre des décisions, c'est une bonne chose aussi et surtout pour les hommes. Avoir une femme comme ça, avoir une fille comme ça à la maison, avoir des femmes comme ça dans la société, c'est moins de beaucoup trop de boulot, même pour les hommes. Donc, il faut qu'ils voient ça comme une situation gagnant-gagnant. Avis aux hommes machos. Alors, Madame Difo. Oui, je dirais pour conclure que j'ai lu l'agenda 2063 de l'Union africaine et je suis persuadée, je suis convaincue que nous pouvons et nous sommes capables d'accélérer le développement inclusif de l'Afrique si dans nos différents pays, d'abord cet instrument est approprié et effectivement mis en œuvre, mais ensuite, si dans nos pays, nos États et les pouvoirs publics impliquent les hommes et les femmes dans l'élaboration des cadres de développement, des plans de développement, parce que c'est l'humain qui doit être au centre des décisions, des politiques de développement. Merci, Madame Difo. Madame Diop, à vous. Je voudrais dire qu'il est temps de passer à l'action. 50 ans après la création de l'Union africaine, c'était l'unité africaine avant. 21 ans après l'adoption par tous les pays africains de la plateforme de Dakar et de Beijing. 12 ans après l'adoption du protocole de Maputo. 11 ans après la déclaration solennelle des chefs d'État visant à accélérer l'égalité des genres et la promotion de la femme. Je pense qu'on a suffisamment de cadres normatifs pour passer de l'avant. À ce jour, 30 pays africains ont inscrit dans leur constitution l'égalité des genres comme un principe fondamental. À ce jour, 16 pays africains ont réalisé la proportion de 30% des femmes au niveau du Parlement. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ce cadre normatif n'a pas été transformé en changement positif, réel et durable. Donc, il est temps de passer à l'action. Et je pense que notre motto, le seul qu'on ait, c'est passons à l'action, accélérons la mise en œuvre, utilisons l'agenda 2063 et 2030 global pour passer à l'action. Et maintenant. Merci beaucoup à vous toutes qui avez honoré notre plateau. Vous avez dû constater que au niveau d'Africa 24, l'approche genre est quand même bien respectée. D'ailleurs, une fois quand les femmes ont voulu arriver, elles ont pris toutes les places. Même pas une seule place pour un homme. Même pas une place. De quoi faire peur aux hommes. Mais quand on va leur donner tout le pouvoir, vous voyez ce qu'elles vont faire de nous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On remercie particulièrement le pôle web d'Africa 24 qui a réalisé le sondage et réalisé aussi les graphiques que vous avez pu voir en temps et en heure. Merci beaucoup à Madame Diarra, à Mam Diarra, à Gaël Onana et une équipe conduite par Francis Pipien, à qui je fais un clin d'œil depuis le Rwanda, le pays des 1000 collines. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Demain, ce sera un autre débat. Ne ratez toujours pas ce rendez-vous. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Merci. On vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À demain.